à ceux qui nous suivent en ligne. Alors, j'ai aperçu que nous étions que deux pour le moment, mais je crois que d'autres doivent venir nous rejoindre. Et je sais que notamment qu'il devrait y avoir le père Michel Kubler, donc de la congrégation des Augustins de l'Assomption, qui m'a demandé à pouvoir suivre à distance, et donc il y a eu une place importante à Bayard et à Lacroix. Je remercie Delia Guijaro-Arribas, Charles Mercier et Yann Raison du Clesiou d'avoir calé une date commune à trois, enfin même quatre. C'est souvent délicat de trouver quelque chose en commun et surtout que les agendas sont déjà bien remplis. Je sais que Charles a participé à un colloque ou participe encore demain à un colloque, donc tout se bouscule. Donc voilà, je me réjouis qu'on ait pu réussir à trouver une date commune pour présenter ce volume. Je tenais à organiser cette rencontre pour plusieurs raisons. La principale est que le sujet m'a semblé particulièrement riche. Le volume qui va être l'objet de la rencontre de ce soir est issu d'un colloque qui a eu lieu l'année dernière dans des conditions sur lesquelles on ne reviendra pas, mais qui étaient des conditions délicates, qui avaient entraîné un report initial de la tenue du colloque, qui a pu finalement avoir lieu à Aubervilliers. Des mouvements sociaux voilà, avaient obligé à reporter ce colloque. Je trouvais donc important qu'on puisse à l'IRER consacrer une rencontre à ce volume collectif. L'autre raison en découle, comme vous avez pu voir le titre de la bonne presse à Bayard, 150 ans d'histoire. Ce volume est important, mais pas seulement par son épaisseur et la variété des contributions. On aura l'occasion de l'aborder longuement durant cette rencontre, je l'espère, et s'intéresser aux 150 ans d'une institution comme Bayard Presse et à ses origines, la bonne presse, c'est aller à la rencontre de l'histoire de la société française et ses évolutions, et aussi dans cette perspective, pas seulement une histoire de la société, mais aussi des évolutions du catholicisme français et de son rapport à la société et à la modernité, comment le catholicisme a pu se penser par rapport aussi à l'évolution de la société et quelle interaction il y a pu y avoir entre les changements internes à la société, aussi les changements internes à Bayard et éventuellement aussi au journal La Croix, notamment. Quand on parle de la bonne presse, on pense immédiatement au journal La Croix, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a été, ce qu'il a pu traverser comme histoire depuis son lancement comme hebdomadaire, puis quotidien en 1883. La bonne presse, c'est aussi et surtout, d'abord à l'origine, Le Pèlerin, fondé dans un contexte spécifique sur lequel Sylvain Milbac revient dans ce volume. Et puis, je pense que Yann reviendra également sur, sur la fondation et du Pèlerin et de la bonne presse. Une période qui, évidemment, ne m'est pas tout à fait étrangère, d'où mon intérêt pour ce volume et plus largement pour la maison Bonne Presse. S'intéresser à la bonne presse, puis à Bayard, c'est aussi s'intéresser aux évolutions techniques, aux diffusions. Qu'est-ce que ça signifiait aussi, ces évolutions techniques, à la fois pour la bonne presse, mais surtout pour les initiateurs, pour ceux qui en ont été à l'origine, les Augustins de l'Assomption. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux, l'idée missionnaire, aussi la diffusion plus large de la Croix et des autres publications, ceci à l'origine, et puis tout au long de ce siècle et demi d'existence. Mais aussi, c'est s'intéresser au fonctionnement d'une institution de presse et d'édition, également un développement international, à la mondialisation du catholicisme, cher à Charles Mercier. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Il faut souligner que ce beau volume est un point d'étape. Et aussi, peut-être, même je vais dire certainement, mais les initiateurs de ce projet de recherche le confirmeront et diront ce qu'il en est, peut être le point de départ de nouveaux travaux de recherche.
Je pense par exemple à ce qui pourrait être fait sur Pèlerin, autour de Pèlerin, qui me semble avoir été sans doute non pas dans ce volume, mais autour des étudiants pourraient travailler davantage sur Pèlerin, et j'ai cru comprendre que des archives étaient accessibles largement. Et je crois que dans cette salle, en tout cas, il y en a qui se sont inscrits en disant je suis archiviste chez Bayard. Donc, nous avons cette chance d'avoir des archivistes de la maison. Donc, je trouve que c'est très important. Il pourrait y avoir aussi des travaux, ça a eu lieu sur la Croix dans les années 1920-1930, autour de l'opinion catholique par rapport aux évolutions d'un journal, mais aussi par rapport au contenu du journal, d'un titre également édité par Bayard, etc. Autant de pistes qui me semblent s'ouvrir avec ce volume collectif, qui encore une fois est pour moi, je considère que c'est un point de départ et non pas un point d'aboutissement. En tout cas, voilà, un certain nombre d'ouvertures qui peuvent se faire à partir de ce livre. Et donc, voilà, sans doute que Charles parlera des archives disponibles et voilà, ou Delia en parlera également. Je vais céder la parole dans quelques instants à nos conférenciers, simplement les présenter brièvement. Delia Guijaro-Arribas est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de sociologie, de la culture et de l'édition. J'ai recopié hein, la notice, donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et vous avez travaillé surtout sur l'édition pour la jeunesse et vous avez publié en 2022 aux Presses universitaires de Rennes du classement au reclassement, sociologie historique de l'édition jeunesse en France et en Espagne. Et vient ensuite Charles Mercier. Alors c'est un peu le problème de quand on connaît les personnes, on se dit oh j'ai pas besoin de regarder la fiche, ou de regarder exactement les titres des livres. Mais donc Charles Mercier est professeur d'histoire contemporaine, voilà, à l'université de Bordeaux. Et je me demandais si c'était pas en sociologie, mais donc c'est Yann qui est spécialiste de vous avez travaillé sur René Raymond il y a un certain nombre d'années, mais également donc autour de l'internationalisation du catholicisme, autour des Journées mondiales de la jeunesse. Et donc c'est le dernier livre paru, c'est donc en 2020, et c'est chez Bayard. Voilà. Et je crois que vous travaillez aussi sur les questions de laïcité, parce que je vois régulièrement vos publications, vous êtes interrogé dans Le Monde, souvent, en tout cas, il y a des tribunes également. Donc, voilà, c'est la question aussi de l'éducation, du rapport euh, des élèves, l'école et la laïcité. Et donc, vous êtes, enfin, tous les trois, je le dis, mais je ne sais pas là, vous êtes les chevilles ouvrières du colloque, du projet de recherche et des travaux de recherche qui ont été commencés à être entrepris autour de l'histoire de Bayard. Et quant à Yann Raison du Clesiou, vous êtes donc professeur euh, à l'Université de Bordeaux, spécialiste de sociologie du catholicisme contemporain, l'histoire politique des catholiques. Vous avez publié notamment la contre-révolution catholique autour de la Manif pour tous, il me semble, il y a quelques années, mais surtout, vous avez dirigé un important volume collectif avec Florian Michel, à la droite du père, les catholiques et les droites en France de 1945 à nos jours. C'est paru il y a 2 ans, je crois, parce que le temps passe assez vite, donc c'était il y a 2 ans. Voilà, je vous cède la parole, simplement rappeler pour ceux qui viennent ici pour la première fois, expliquer comment ça se passe. Donc, il y aura 3 interventions qui vont se suivre. Charles Mercier, Delia, ou le contraire, et puis ensuite Yann clôturera l'intervention. Ça devrait donc tenir la première heure. Et après, vous qui venez assister à cette séance, vous aurez toute liberté pour poser des questions. Profitez-en. Et également, ceux qui sont en ligne, normalement, peuvent poser des questions. Ça devrait s'afficher sur l'écran. Voilà. Et donc, il faudrait avoir terminé, normalement, je crois, pour 20 heures. Voilà. Bonne séance. C'est lundi. Oui, mais pour avoir qu'on fasse à peu près. Je ne sais pas qui parle en premier, mais. Et on va.
Bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à vous, Martin Dumont, de nous donner l'occasion de présenter ce travail collectif et de nous accueillir et puis d'avoir surmonté les difficultés organisationnelles et les difficultés à trouver une date. Alors, effectivement, le livre collectif qui est en train de circuler porte sur Bayard Presse, qui, je pense, vous le connaissez tous, ce groupe. Mais c'est un acteur clé de la presse et de l'édition, non seulement en France, mais aussi dans les 7 pays où il est actuellement implanté, Canada, États-Unis, Allemagne, Belgique, Espagne, Côte d'Ivoire, Chine et Philippines, qui édite différents titres. Vous en avez une sélection sur la diapositive, mais aussi qui est présent dans l'édition, notamment dans l'édition jeunesse, et qui a eu des succès, des best-sellers avec les personnages de Mortel Adèle, Tom Tom et Nana, ou la collection de la Cabane Magique. C'est aussi une entreprise catholique qui a pour actionnaire unique une congrégation religieuse, les Augustins de l'Assomption. Oui, est-ce que c'est mieux comme ça? Si vous parlez pas dans le micro, c'est bizarre, on n'entend pas. Ou très peu. Vraiment, Ok. Donc, je disais que l'actionnaire unique des Assomptionnistes et des Bayards était la congrégation des Assomptionnistes. Et en 2023, eh bien, se profilait un anniversaire qui était le 150e anniversaire du premier numéro du Pèlerin dont il était question à l'instant. Et à cette occasion, le directoire voulait une histoire, faire retour sur les 150 ans du groupe. Alors, il faut dire en ouverture que l'idée de faire mémoire du passé est une constante dans l'histoire de l'entreprise. Dès les origines, les assumptionnistes sont soucieux de mettre en récit leur aventure de presse à travers des publications spécifiques comme la Chronique de la presse, de la bonne presse, qui est créée en 1900, qui est destinée aux amis, aux lecteurs, aux propagateurs de la revue. Et c'est une revue sur les revues de la bonne presse, c'est une sorte de méta-revue qui tient les plus fidèles lecteurs au courant de l'actualité, des nouveaux titres, des nouvelles expériences. Des notes plus ou moins confidentielles furent aussi rédigées au moment des épreuves pour préserver la mémoire collective, notamment lors de la dissolution, euh, mot d'actualité s'il en est, de la congrégation au début du XXe siècle, mais aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Et cette activité mémotechnique s'est perpétuée jusqu'à nos jours, puisque de nombreuses figures de Bayard se sont intéressées à l'histoire de la maison, comme en témoigne un certain nombre d'ouvrages écrits en interne depuis les années 1950. Aujourd'hui encore, il y a un site des anciens de Bayard qui s'appelle Chapeau et qui explore et valorise le patrimoine de l'entreprise dont la longévité est exceptionnelle dans le secteur de la presse et de l'édition. À cette histoire qui est faite en interne, s'est ajoutée depuis le milieu des années 1960 une histoire produite depuis l'extérieur par des chercheurs universitaires qui ont voulu faire de la bonne presse puis de Bayard leur objet de recherche. Alors, dans cette histoire académique de Bayard, il y a une thèse qui fait date, c'est celle de Pierre Sorlin, publiée en 1967, qui a mis en lumière l'antisémitisme de la Croix dans le contexte anticlérical de la fin du XIXe siècle et qui a provoqué au sein de l'entreprise un recul, une prise de recul sur le passé parfois sombre de l'œuvre entreprise. Alors ce travail pionnier a suscité un processus d'autocritique et les associationnistes ont régulièrement accédé aux demandes externes de chercheurs ou d'historiens amateurs, et de temps à autre, à l'occasion de commémorations, eh bien, ils ont pris l'initiative de faire eux-mêmes appel à des académiques pour mettre en perspective soit l'histoire d'un titre en particulier, soit
euh, des thématiques plus globales. Alors, il y a eu le colloque organisé pour les 100 ans de la Croix, co-dirigé par Raymond Poulard, René Raymond et Émile Poulard, qui a fait date dans cette historiographie. Le colloque de 2023 a ajouté donc une pierre à un édifice qui était déjà bien construit. Et je voudrais, d'essayer d'analyser les motivations, vous présenter rapidement l'ingénierie du projet de recherche. Alors, le point de départ de ce projet, c'est le fait que j'avais publié mon livre sur l'histoire des GMJ chez Bayard. Et il se trouve qu'il y avait un assomptionniste qui était l'éditeur de ce livre, Sylvain Gasser, qui vivait en communauté avec un autre assomptionniste, André Anthony, qui était au directoire, qui en a parlé au directoire. Ils se sont dit, bah, pour 2023, on aimerait bien ce type de travail historique sur notre entreprise. J'ai donc eu une réunion en visio avec le directeur. On était encore à l'époque des confinements. Et à l'issue de cette réunion, je leur ai plutôt proposé de faire un projet collectif qu'un projet individuel, parce que la masse archive, il y avait un chantier titanesque auquel il était impossible de répondre collectivement. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, le groupe s'est étouffé. Yann, avec qui nous sommes dans la même université, a coordonné scientifiquement le projet. Il y a un contrat des objectifs qui ont été établis, tout d'abord sous la forme d'un schéma, et puis ensuite, il y a un contrat en bonne et due forme qui s'est établi entre l'Université de Bordeaux et Bayard, en distinguant trois phases dans le projet. Une phase consacrée à l'identification des ressources documentaires, à la production de ressources documentaires, une phase d'exploitation des ressources documentaires, et puis enfin, une phase de synthèse pour la dernière phase euh, de l'enquête. Avec aussi bien un engagement à livrer à Bayard un certain nombre de productions, notamment faire des entretiens avec les personnages clés de l'histoire de l'entreprise, euh, créer une frise en ligne, créer des archives numériques, on y reviendra par la suite. Dans la somme que nous a donnée Bayard, eh bien, il y avait de quoi embaucher un post-doctorant. Un post-doctorant, bah, c'est des docteurs qui ont soutenu leur thèse et qui peuvent être embauchés pour un projet à durée temporaire. Et c'est dans ce cadre-là, bien que Delia a rejoint le projet, elle correspondait absolument parfaitement à ce que nous attendions. Elle avait des compétences très complémentaires à celles que nous avions avec Yann. Et donc, elle est arrivée très rapidement dans le projet au printemps 2020. Alors, voilà, j'en profite pour présenter sa thèse qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes sur la sociologie historique de l'édition jeunesse en France et en Espagne. Qu'est-ce qui peut pousser les protagonistes à s'engager dans une telle aventure, sachant qu'il y a des coûts humains et financiers qui ne sont pas négligeables? Alors, du côté des propriétaires assomptionnistes, il nous semble que il y a tout d'abord une motivation d'ordre religieux. C'est-à-dire que dans une perspective qui est celle de Vatican II, il y a l'idée que se soumettre à la vérité, accepter le jugement de l'extérieur, est une activité purificatrice qui permet eh bien, de renforcer le dynamisme missionnaire. Et il y a sans doute une certaine éthique chrétienne derrière cette volonté au départ, quand on a fait le projet, ils ont presque dit appuyez sur ce qui fait mal, ne vous censurez pas, on ne veut pas une histoire à la gloire de Bayard. N'hésitez pas à dire du mal de notre passé. On a presque l'impression qu'il demandait à ce qu'on noircisse le tableau. Mais il y a une deuxième explication
Il y a une deuxième motivation qui est sans doute propre au monde de l'entreprise et qui a à voir avec la résilience. Pour le centenaire de la Croix de 1983, comme pour le 150e de 2023, il y a quelque chose qui était très présent chez les cadres du groupe Bayard, c'est que la conviction que faire mémoire du passé permet de préparer l'avenir et de continuer à s'inscrire dans la durée. Il y avait aussi, sans doute davantage en 2023 qu'en 1983, l'idée qu'avec la sécularisation, le souvenir des origines catholiques du groupe eh bien, pouvait être compliqué à comprendre pour les nouveaux employés, ce qui était arrivé le plus tardivement, et que il fallait en fait ce genre d'opération pour aider les nouveaux salariés à saisir l'identité de l'entreprise. Et puis, eh bien, il y avait aussi en filigrane l'idée que en 150 ans, il y a eu des crises et que le fait de recourir à l'histoire permet non pas de trouver des solutions aux crises du présent, mais du moins de les mettre en perspective et de réfléchir de manière plus pertinente aux stratégies pour le futur. Alors, dernier point, et ça c'est une idée qu'on doit à Delia, c'est que il y a sans doute aussi une stratégie pour partie de marketing dans le fait de commémorer son anniversaire. Les grandes maisons d'édition comme Gallimard, Flammarion on fait ce travail, Salvatore le fait cette année, et dans le fait de commémorer son histoire, eh bien, il y a une patrimonialisation en cours qui est aussi un moyen de renforcer son identité sur le marché éditorial, sur le marché de la presse, et d'accéder au cercle prestigieux et des maisons d'édition qui durent et qui ont une temporalité. Alors, du côté des historiens et des universitaires, qu'est-ce qui peut pousser à accepter? Il y a tout d'abord sans doute le désir d'être utile, le désir aussi d'être financé sur des fonds privés, non pas uniquement sur des fonds publics, montrer que l'histoire, la sociologie, qui sont des disciplines qui sont moins facilement finançables que la médecine, que d'autres disciplines qui ont une utilité immédiate, elles ont aussi un intérêt dans la vie économique et sociale. C'était sans doute une motivation qui était en arrière-plan. Mais la motivation première, évidemment, était une motivation scientifique aussi, puisque avoir l'opportunité d'accéder aux archives de Bayard, avoir des facilités aussi pour rendre ces archives accessibles au plus grand nombre, eh bien, c'est quelque part se retrouver un peu dans la situation d'un archéologue à qui on propose de fouiller dans des conditions optimales, un sous-sol ordinairement recouvert par des bâtiments ou par des infrastructures. Non seulement Bayard et les assomptionnistes nous donnaient accès à pratiquement toute la documentation, mais ils dégageaient également les moyens pour faciliter le travail des chercheurs. Et dans le cadre du colloque pour les 150 ans, ça s'est manifesté par le fait que les différents contributeurs eh bien, ont pu accéder en ligne sans avoir besoin d'aller voyager dans des fonds d'archives, derrière leur ordinateur à la documentation dont ils avaient et c'était relativement confortable pour les historiens. Alors, le dernier point, c'est que cette expérience était aussi une expérience très enrichissante de confrontation de différentes cultures professionnelles qui n'ont pas forcément l'occasion de dialoguer ensemble. Alors, c'était très enrichissant, par exemple, au moment où on a fait le programme du colloque qui se retrouve dans la table des matières du livre, et bien de faire dialoguer le côté parfois pointu du monde académique et les exigences du groupe d'avoir des contributions qui ne soient pas hyper spécialisées et qui puissent parler à tout le monde. Et donc, il a fallu trouver ces équilibres et c'était vraiment très intéressant. Cette expérience, elle avait aussi des côtés plus compliqués à gérer. On l'a senti lors du processus de coédition du livre, entre les exigences d'un éditeur généraliste comme Bayard et les exigences de l'autre coéditeur, qui est un coéditeur académique, qui n'avait pas la même temporalité, les mêmes points de vigilance et les mêmes priorités. Et ça supposait de créer de la médiation entre deux univers qui, parfois, ne sont pas convergents. Et puis, l'autre difficulté qu'on a pu ressentir parfois aussi, c'est que les universitaires se préservaient d'une certaine manière
des impératifs de rentabilité. Et ça n'est pas le cas d'un groupe de presse qui doit avoir un modèle économique qui lui permette d'être à l'équilibre. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des apprentissages réciproques à faire. Le fait de travailler pour un groupe privé, eh bien, c'est pas la même stabilité que de travailler dans un cadre public. On ne sait pas, par exemple, à quel point les archives euh, seront disponibles. Alors, les archives orales du colloque ont été mises sur une plateforme publique qui leur garantit une forme de longévité. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, y avoir accès à travers la chaîne Canal U. Mais pour ce qui est des archives numérisées, qui actuellement sont sur un drive, un OneDrive de Bayer, eh bien, on n'a pas de visibilité sur leur longévité. Est-ce qu'elles seront accessibles pour des chercheurs dans 10 ans, dans 50 ans? Est-ce que c'est vraiment un effort cumulatif comme ça l'est dans les archives publiques ou est-ce que la temporalité de l'entreprise, c'est de faire des projets à un moment donné, et puis au bout du cycle, eh bien, on passe à autre chose et le projet, eh bien, il passe un peu aux oubliettes. Il n'y a pas vraiment de capitalisation sur des projets. C'est deux temporalités qui sont très différentes, celle du temps long et puis celle des cycles plus courts de la vie économique qui ont dû s'imposer, qui sont encore en cours d'harmonisation. Je passe la parole à Delia pour la partie archivistique et documentaire. Merci, Jean. Alors oui, moi je vais vous parler surtout du chantier archivistique et documentaire. Alors, donc, en fait, la première contrainte qu'on a trouvée, c'était déjà de savoir où se trouvaient les archives de l'entreprise Bayard. Et là, c'était une vraie surprise. On s'est rendu compte qu'ils s'étaient dispersés dans 3 endroits différents. Une partie des archives sont à Rome, au siège de la congrégation. C'est des archives qui vont des origines jusqu'aux années 60. Et ce sont surtout des rapports, des bilans, beaucoup de correspondances avec les dirigeants. D'autres archives se trouvent à Denfert, donc ici à Paris, au siège de la province d'Europe des Ascensionnistes. Donc là, c'est par exemple la photo que vous avez à l'écran, on l'a prise dans la cave du bâtiment des Ascensionnistes à Denfert. Et là, c'est des documents qui concernent, par exemple, les assemblées générales et qui, en fait, c'est les documents qu'avait l'ascensionniste qui participait à l'assemblée générale. Donc, potentiellement, on trouve des doublons aussi dans les autres archives de Bayard. Et là, dans ces archives, finalement, on a trouvé beaucoup de choses. Donc, on s'est beaucoup servi de ces sièges de d'enfer pour documenter les différentes contributions du livre. Il y a aussi des documents sur les statuts de l'entreprise, les réunions du directoire. On a trouvé des archives du personnel, surtout du personnel ascensionniste. Et puis, donc, finalement, les archives de l'entreprise, ces archives, en fait, se trouvent dans un lieu de stockage qui est gardé par une entreprise externe qui s'appelle Everial et qui sont à Chartres. Et donc, comme c'est une entreprise de stockage, c'est pas un centre d'archives, donc on peut pas se déplacer pour consulter les archives là-bas. Donc, c'est toute une logistique où l'entreprise demande à cette entreprise d'envoyer des boîtes, mais ce sont des archives qui n'ont pas été classées, qui n'ont pas été inventoriées, et qui ont été envoyées par les différents services de l'entreprise. Donc, quand Everial envoie une boîte à l'intérieur, on trouve des boîtes d'archives, mais on ne sait pas concrètement ce qu'on peut trouver à l'intérieur.
Donc, pour nous, ça rendait la chose compliquée. Et puis, il y a aussi un autre endroit où les archives sont parties, et c'est chez les uns et les autres dirigeants des Bayards ou cadres. Au moment où ils partaient à la retraite, ils sont partis avec des archives, voilà. Et donc là, Charles pourra parler mieux que moi, mais parce qu'il a fait un voyage à Mont-de-Marsan pour rencontrer Bernard Porte, qui était président du directoire des Bayards, parce qu'il avait gardé chez lui des PV, des réunions, voilà, de conseils de surveillance. Et puis apparemment, il avait brûlé juste avant que Charles arrive une partie des documents. Donc bon, il a pu sauver quand même quelques documents qu'on a pu utiliser. Donc voilà, on s'est retrouvé face à ces dispersions et pour nous, l'enjeu, c'était de comment rendre accès aux documents aux chercheurs qui vont participer au colloque. Et c'est là qu'on a eu cette idée, cette proposition de créer un drive, un lieu de stockage numérique où on pouvait numériser les archives et les rendre disponibles à tous les chercheurs à distance. C'est vrai qu'on sortait aussi des différentes périodes de confinement et les gens s'étaient aussi habitués, peut-être plus qu'avant, à travailler à distance et avoir cette documentation en ligne. Donc voilà, pour nous, ça signifiait quand même ouvrir les boîtes sans savoir tout ce qu'on pouvait trouver, repérer les documents, les numériser et les stocker dans ces drives. Et c'est là qu'on a eu la chance, enfin, Charles se trouve toujours au bon endroit au bon moment, de rencontrer Isabelle, qui est ici ce soir, archiviste, et qu'on a pu intégrer au projet, et qui a fait un gros travail d'énumérisation, des classifications, voilà, des répertoires de tous ces documents sur les drives Bayard pour les mettre à disposition. Alors, je pense que, je ne sais pas si on va pas avoir le temps d'aller directement, si on peut. Je peux vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Voilà. Bon, en tout cas, dans ces drives, en plus des archives papier numérisées, on a pu aussi stocker des entretiens. Avec Charles, on a fait une campagne d'entretien. On a pris les témoignages des cadres, des salariés, différentes personnes qui ont travaillé, qui travaillent chez Bayard. Donc, on a recueilli 31 témoignages qu'on a pu aussi mettre à disposition des chercheurs sur les drives. Donc finalement, c'est peut-être une des originalités du projet d'avoir mis à disposition une quantité d'archives assez impressionnante, inédite pour le travail des historiens, des sociologues, et que tout le monde pouvait travailler sur ces documents. Ce n'était pas un travail isolé où la personne va dans les archives, trouve des perles et puis travaille tout seul. S'il y avait un vrai partage de la documentation en ligne. Alors, si oui, bon, on va avancer peut-être plus tard, on aura le temps. Donc, voilà pour la partie archivistique. Et puis, comme vous le savez, dans tout travail universitaire, enfin de recherche, il y a une partie documentaire. Donc, il a fallu, dans ce projet, faire un état de l'art pour savoir ce qui nous manquait dans l'histoire des Bayards, les différents travaux qui avaient été produits. On a identifié 3 axes de recherche. Une sur les protagonistes. Il y avait eu déjà des travaux qui portaient sur les fondateurs. Vincent Paul de Bailly, son successeur, Paul Ferrand-Gros. Il y avait des travaux aussi sur les rédacteurs en chef de la Croix, par exemple, la figure du père Émile Gabel. Donc ça, c'est d'un côté. Puis, on a identifié aussi des recherches sur les titres. Donc, on a déjà parlé de la thèse de Pierre Sorlin. Il y a eu aussi un travail, enfin des travaux d'Alain Fleury sur le positionnement de la croix face à l'ascension d'Hitler.
Il y a eu beaucoup de mémoires de master sur les positionnements de la croix à différents moments pendant la République espagnole, au moment de la guerre du Vietnam, de la guerre d'Algérie. Enfin voilà, la croix était quand même très travaillée. Il y a eu aussi ces colloques dont Charles a parlé, mais les recherches sur les pèlerins étaient beaucoup, enfin, il y en avait moins. Il y a eu Isabelle Saint-Martin qui a fait un travail du côté de l'illustration et elle a retravaillé à nouveau avec nous pour les colloques. Quelques petits travaux sur Prions d'église où nous traitons. Et puis, il y a eu aussi surtout des travaux sur les titres jeunesse. Ça a beaucoup intéressé parce que Bayard est quand même leader dans le marché de la presse jeunesse. Donc, voilà, il y a eu des travaux sur Okaki, sur Milan, sur les questions de genre dans les magazines de jeunesse. Donc voilà, tout ce travail nous a permis quand même de repérer les lacunes et pouvoir faire un appel sur des problématiques que nous, on trouvait importantes et qui étaient restées dans l'ombre pendant toutes ces années. Voilà, donc ouais, ça nous a permis aussi de voir que les Bayards n'avaient jamais été traités comme un groupe dans l'ensemble. Il y avait eu un livre d'Ecaroline Godefin et Philippe Godefin sur l'avant-presse et les relations avec les hiérarchies ecclésiastiques, mais qui s'arrêtait dans les années 50. Donc, un de nos objectifs, c'était aussi des traités Bayard dans l'ensemble, comme un groupe. Donc voilà, maintenant, je donne à nouveau la parole à Charles, qui va vous parler un peu plus du contenu du livre. Et donc, la commande, ce qui intéressait vraiment le directoire, c'était non pas d'avoir une histoire titre par titre, mais d'avoir une histoire du groupe dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau? Alors, pour reprendre les mots de Michel de Certeau, je dirais que notre livre ne se place pas dans une position de surplomb par rapport aux autres opérations historiographiques précédentes qui viennent d'être mentionnées, que par rapport à nos devanciers, on a eu accès sans doute à plus d'archives que par le passé, mais en même temps, il y avait plein d'acteurs directs qu'on ne pouvait plus interroger puisqu'ils étaient décédés. Donc notre connaissance du passé, elle était aussi davantage médiée par des documents que celle de nos prédécesseurs. Et notre livre, il est aussi inscrit dans une époque, il est traversé par les problématiques du moment en sciences sociales, avec notamment une place accordée aux questions de genre, avec trois contributions qui éclairent cette thématique qui avait fait, qui finalement avait été assez invisibilisée dans les précédents travaux. La première contribution, c'est celle d'Anne Jussaume sur les ouvrières et apprentis qui, sous la supervision des religieuses de l'Assomption, travaillaient à l'imprimerie. Et elle a un chapitre qui montre le parcours de ces ouvrières et apprentis, le parcours aussi de ces religieuses au sein de l'imprimerie. Est-ce que c'était une voie de monter en compétences, de monter une voie qui permettait d'accéder à l'autonomie? C'est l'objet de son enquête. Alors, le deuxième chapitre qui pose la question du genre dans le catholicisme, c'est celui de Béatrice Billet sur l'hebdomadaire pour petite fille Bernadette, qui eh bien, va disparaître au cours des années 60 avec le développement d'une presse enfantine et jeune unisexe, la fin en fait des magazines pour filles d'un côté et pour garçons de l'autre, et elle analyse très finement ce qui se joue à ce moment-là. Et la dernière contribution, plus avancée chronologiquement, c'est celle de Juliette Masquelier qui revient sur les tentatives oubliées de Bayard pour s'insérer sans succès dans le secteur des magazines féminins à la fin du XXe siècle, avec deux échecs commerciaux successifs, Alma et Côté Femmes, et elle explique de manière très intéressante aussi quelles sont les raisons de cet échec commercial. Alors, notre livre collectif, à l'évidence, ne se place pas sur le même registre historiographique que l'auteur anonyme de cette notice rédigée au début du XXe siècle,
La Maison de la Bonne Presse a été fondée sur des bases surnaturelles. C'est sur ces bases qu'elle reste établie. Même si, à titre personnel, enfin, on a évacué le surnaturel de l'histoire qu'on racontait, même si on a prêté attention au fait que pour les protagonistes, c'était une dimension importante et mobilisatrice aussi dans l'histoire de l'entreprise. Notre livre a prêté aussi, peut-être par rapport aux précédentes opérations historiographiques, davantage d'attention aux travailleurs intermédiaires qu'au sommet de l'entreprise. Et c'était le sens de la couverture que de mettre en lumière des ouvrières plieuses du journal. Alors, cette photo de couverture, elle montre le pliage du journal Bayard, qui est le journal pour garçons publié par la Bonne Presse dans l'entre-deux-guerres, parce que la maison est installée rue Bayard dans le 8e, mais aussi que ça fait référence à l'imaginaire chevaleresque qui est important dans le catholicisme de cette époque. Et cette ouvrière, donc, qui en 1936 plie le journal, eh bien, nous semblait intéressante à mettre en avant, alors que elle n'occupait aucune fonction décisionnelle et hiérarchique dans l'entreprise. Donc, on a essayé de proposer, en variant les angles d'attaque, une vision d'ensemble de cette maison de presse catholique, devenue un groupe éditorial transnational, voilà, selon un plan qui est à la fois chronologique et thématique, mais qui commence par analyser les dynamiques et les turbulences de la fondation, la phase de la montée des laïcs dans l'entreprise, le moment où les assomptionnistes ont cohabité avec les laïcs et puis ont progressivement laissé la main aux laïcs, non sans friction parfois, comme le montre la communication du père Gabel notamment, qui montre que le père Gabel, pour être dans l'aile marchande du catholicisme, ne pouvait pour autant avoir des réflexes cléricaux et avoir du mal à laisser la main aux jeunes d'Action catholique qu'il avait recrutés. Notre troisième partie évalue les défis de la modernisation et l'ouvrage se termine avec le temps des expérimentations au sein duquel eh bien, se trouvent notamment les chapitres sur Alma ou sur les expériences qui n'ont pas forcément été fructueuses. Et c'était aussi une commande du directoire de ne pas mettre uniquement l'accent sur les success stories, mais aussi sur ce qui n'avait pas marché. Je redonne la parole pour terminer à Adélia sur les enjeux. Alors, donc, vous l'avez compris, ce programme de recherche, il y a eu des moments importants, donc les colloques et la publication de livres, mais c'est un programme de recherche qui s'engage sur la période 2021-2025. Et donc, nous nous sommes engagés en quelque sorte sur différents axes qui peuvent déculer de cette recherche. Donc, par exemple, Jeanne, il travaille plus sur la transformation de la spiritualité et le développement du culture de l'autonomie au sein du monde catholique, qui peut être étudié à partir des titres Bayard. Charles, comme Martin l'a rappelé tout à l'heure, c'est plutôt le côté mondialisation, internationalisation, les empires des presses catholiques, peut-être pour en comparaison. Et moi, je me suis surtout intéressée à la construction des publics dans les médias catholiques. Et cette problématique, elle constitue le numéro 119 de la revue Entreprise et Histoire qui sera publié au printemps 2025. Et là, vous pourrez retrouver des articles de nous trois, donc Charles sur l'internationalisation des Bayards à partir des années 60. Jeanne, il va travailler plutôt sur les pèlerins. Et moi sur la diffusion de la presse jeunesse qui s'appuie vraiment sur les mères lectrices de bande d'appui, femmes au foyer catholiques, qui vont s'investir d'abord de manière bénévole et puis rémunérée pour la promotion des titres dans le secteur privé et catholique. Donc, je travaille ça avec Marie-Emmanuelle Chessel, qui est aussi historienne. Donc voilà, donc il y aura d'autres articles sur
d'autres maisons de presse et d'édition pour pouvoir amener une comparaison. Depuis, il y a quand même d'autres chercheurs qui se sont intéressés à Bayard. Il y a notamment Bernard Bamongo qui fait une thèse sur la direction des Charles et qui s'intéresse à Bayard en Afrique et qui publiera aussi dans ses dossiers sur Prions d'église en Afrique. Il y a un sociologue, Dominique Marchetti, qui travaille actuellement sur les correspondants étrangers de la Croix. Voilà, il y a différents projets. Nous pensons aussi que l'effet de publier ces livres en édition numérique, qui va apparaître dans les prochains mois, ça peut aussi attirer l'intérêt d'autres chercheurs sur l'histoire des Bayards. Mais effectivement, tous ces prolongements, ça dépend aussi de l'accès aux archives, qui ne dépend pas forcément de nous. Et donc, Charles a expliqué tout à l'heure la problématique différente entre les mondes universitaires et les mondes de l'entreprise par rapport à ces questions. Donc, voilà, de notre côté, on va donner la parole à Jeanne et puis on répondra à vos questions. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous. Alors, Charles et Delia vous ont parlé un peu de tout le montage de ce projet parce que c'est très important. L'ingénierie d'un projet de cet ordre, articuler le travail universitaire, les besoins et les archives d'une entreprise. Maintenant, je vous propose d'entrer un peu plus dans cette matière qu'est l'histoire du groupe Bayard, pour voir ce qu'elle nous permet de penser à différents plans. L'histoire du groupe Bayard, je dirais, elle nous fait toucher ce que Dominique Khalifa appelle l'histoire de la civilisation du journal. Ceux qui travaillent sur la presse, tout particulièrement sur la presse quotidienne populaire, qui, on dirait, se développe principalement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, savent que cette presse a profondément transformé les mentalités, a transformé le rapport à l'actualité, a transformé la manière d'envisager les liens sociaux. Le journal quotidien, désormais, détermine ce que sont l'existence, les soucis de bien des Français. Et nous le savons tous très bien en ce moment, à quel point ce que l'on peut apprendre par un journal directement change, impacte la manière dont on peut s'envisager, envisager l'avenir, etc. Donc, il y a bien une civilisation du journal, et Dominique Khalifa dit qu'il est très important de mesurer comment le journal a transformé les rapports sociaux, mais comment également les rapports sociaux ont transformé la presse. Et quand on travaille sur Bayard, eh bien, on a, je dirais, un terrain absolument prodigieux pour penser comment le catholicisme a été transformé par la presse, par le développement des médias, mais également pour penser ce que les catholiques ont apporté de spécifique à l'univers des médias et à l'univers de la presse. Alors, je vous propose de faire un peu un panorama pour souligner quelques enjeux de ce rapport entre les catholiques et la presse, entre la presse et les catholiques, quelques enjeux. Et pour ça, je vous propose de partir d'une citation d'Emmanuel d'Alzon, donc, qui est le fondateur de la congrégation des Augustins d'Assomption en 1849. Et il écrit ceci: « N'y a-t-il pas moyen, en profitant sans parti pris de ce qu'il y a par certains côtés de bien et de généreux dans la transformation sociale à laquelle assiste le XIXe siècle, d'en tirer des éléments favorables au triomphe de l'Église sur la Révolution ». Ce questionnement est très important au fondement des Augustins de l'Assomption et au fondement du groupe de la Bonne Presse. L'enjeu, c'est vraiment de lutter contre la Révolution, non pas tant la Révolution française comme période limitée, mais c'est de lutter contre la sécularisation des mentalités.
l'émancipation de la société par rapport au règne de Dieu. C'est comme ça que le pensait Emmanuel Dazu. Il faut lutter contre cette sécularisation de la société, mais pour lutter, peut-être est-il opportun de se saisir de certains moyens de la modernité et de les retourner contre cette évolution des mœurs. Je dirais que c'est là vraiment la tension entre résistance et appropriation, innovation et fidélité. C'est une tension que l'on trouve dans toute l'histoire de la bonne presse, puis de Bayard. Le contenu de la fidélité au projet fondateur a évolué à mesure que l'identification des changements favorables à l'Église s'est élargie. Alors, je vous propose un peu un panorama de cette histoire. Le premier point, si on s'intéresse vraiment au moment fondateur, c'est de bien saisir que ce projet, il a une dynamique contre-révolutionnaire. L'association Notre-Dame du Salut, qui va préfigurer la création du pèlerin en 1873 ou la création de la croix en 1883, ce sont des instruments de mobilisation des catholiques contre les avancées de la Révolution. Cette presse, c'est une réaction qui est religieuse. Et c'est une réaction qui est l'œuvre de religieux, d'où l'importance de la piété ultramontaine et intransigeante qui en donne le cadre et en désigne l'ennemi. Pèlerin, la croix, ce qui devient le groupe de la bonne presse, s'inscrivent dans un combat, c'est le combat contre la mauvaise presse. La mauvaise presse est l'œuvre de Satan. Vous voyez l'image à gauche, hein, la bonne presse, la mauvaise presse, les assomptionnistes avec la croix au pied de la Vierge qui font reculer Satan qui est derrière la mauvaise presse. Donc il s'agit, à travers cette presse, d'exorciser une France qui apostasie. Et le lancement de la croix est décidé au retour d'un pèlerinage à Jérusalem. Apposer l'image du crucifié sur la couverture d'un journal, c'est tout autant pensé comme un acte de conquête et d'exorcisme. Et d'ailleurs, dans un éditorial de la Croix, le père Vincent de Paul Bailly, qui est ancien aumônier des zouaves pontificaux, il souligne le combat eschatologique qui se joue dans l'institution de ce journal. De même que la croix plantée une fois à Jérusalem n'a pu être déracinée, quoiqu'elle parût déshonorer Dieu, de même, elle restera debout, nous l'espérons, sur cette terre maudite de la presse que nous voulons évangéliser. Donc, la presse est véritablement prise, totalement saisie dans une logique de combat spirituel et religieux. Vous voyez ces gestes d'exorcisme qui se font par le père Vincent de Paul Bailly. L'homme de presse, dans ce moment fondateur, ça ne peut donc être qu'un religieux. La vie religieuse est pensée comme la condition d'une écriture authentiquement apostolique. Sans ancrage dans la vie religieuse, les vaines passions risqueraient de détourner l'homme de plume de sa mission en l'égarant dans la fatuité et l'orgueil. Le père d'Alzon, le père Picard, le père Vincent de Paul Bailly vont incarner, au fondement de l'histoire de la bonne presse, la dimension ascétique du combat de la presse. Le pseudonyme de Vincent de Paul Bailly, le moine, trouve là toute sa symbolique. Nous sommes des apôtres, non des journalistes, aimait à dire le père Picard. Ce qui signifie aussi que dans le traitement de l'information, pour eux, l'important c'est moins l'exactitude factuelle et la neutralité dans l'exposition des faits que le dévoilement de la profondeur de champ surnaturel qui donne sens à l'actualité. On peut dire que pour ces religieux, l'actualité et la presse ont une fonction quasiment sacramentelle. Il s'agit de rendre Dieu présent. Et par conséquent, la presse ayant une logique religieuse, ce sont toutes les dimensions du travail qui se trouvent prises dans cette logique ascétique. Le tirage des titres fait écho au pèlerinage à Lourdes.
aux processions, salut du Saint-Sacrement qui sont organisées dans l'imprimerie. Le rapport à l'économie et à la technique est totalement gouverné par une rationalité religieuse. Journalistes, ouvrières et camelots sont pensés comme des camelots, des croisés du pape. Ils portent la défense du magistère dans la société afin de rappeler la nécessaire dépendance de l'ordre politique par rapport à la religion. Le public de cette presse, c'est un public d'âme à conserver loin de la tentation, d'âme dans lesquelles il faut cultiver le sens de la piété. La bonne presse cherche à mobiliser et à construire un peuple catholique qui repose avant tout sur la spiritualité, sur les renoncements, les sacrifices. La presse, elle doit mettre le peuple en marche dans des processions, dans des pèlerinages, et ce peuple de pèlerins qui essaye de construire la bonne presse vient s'opposer au peuple des processions syndicales, au peuple de la commune, à ces autres figures du peuple qui paraissent menaçantes et rivales. Il n'y a pas, pour les premiers fondateurs de la bonne presse, il n'y a pas d'opinion publique, mais il y a juste un peuple catholique à mettre en ordre de marche derrière ses prêtres, afin que par sa vertu, il contribue à la restauration du règne du Christ. Cette presse, elle a donc une fonction pastorale. Elle a donc une fonction pastorale et elle cherche directement à donner à chaque individu des ressources pour accomplir sa vie chrétienne. Les titres qui sont développés pour la jeunesse sont tout à fait emblématiques de cette ambition. Le premier développement de la presse enfantine date de 1895 avec le Noël, journal pour enfants fondé par le père Vincent-Paul Bailly. Puis le Noël deviendra en 1914 revue pour les jeunes filles. La bonne presse va ensuite multiplier les titres pour déployer tout un chaînage entre les âges et accompagner la croissance des âmes des lecteurs jusqu'à l'âge adulte. Alors après le Noël, il va y avoir l'étoile noëliste qui s'adresse aux fillettes à partir de 6 ans, le Noël prend le relais à partir de 14 ans, puis il y aura la maison qui s'adresse à la jeune adulte, et d'autres journaux pour la jeunesse suivront par sexe, garçon, fille, etc. Alors, ces titres, ils sont très intéressants parce qu'ils vont créer un mouvement. Tout particulièrement, le Noël est associé à un mouvement, le noëlisme, qui, comme le scoutisme, est un mouvement de mobilisation de la jeunesse. La revue, qui est hebdomadaire, stimule une forme de rivalité mimétique en mettant en circulation toutes les idées d'engagement et de bonnes actions possibles afin d'innerver la société. Alors, je vous ai mis des exemples de tout ce qu'on recommande à ces jeunes femmes de travailler dans les ouvroirs de charité, dans l'œuvre des tabernacles, de se mobiliser en faveur de l'œuvre des campagnes ou avec l'œuvre de Sainte Élisabeth, de quêter pour le denier du culte ou pour l'œuvre des vocations sacerdotales. Il faut faire de ces jeunes femmes des militantes mais en même temps, il ne faut pas que les mérites de cette action soient trop exclusivement individualisés. Et c'est pourquoi, dans le Noël, le recours au pseudonyme est encouragé, c'est même la norme, cela afin de montrer que les noëlistes forment un corps collectif. Alors, vous avez ici quelques exemples de pseudonymes à la mode parmi les noëlistes, c'est du type Blanche Edelweiss, Pralinette de Janvier, Cyclamène du Jura, Bruyère des Cévennes, Mouette de l'Océan. C'est donc, on a là vraiment une entreprise de désindividualisation qui est parachevée par la recommandation de prendre un directeur de conscience pour vouloir, comme il faut et quand il faut, peut-on lire. La subordination au prêtre dans l'ordre spirituel prépare aussi celle due au mari dans l'ordre familial. Alors, bien qu'apparemment très conservatrice, cette construction des rôles de genre fut aussi sans doute un levier d'émancipation. Car les jeunes noëlistes sont construites comme des âmes dont dépend l'avenir spirituel de la société. Qu'elles n'aient pas le droit de vote ne change rien au fait que par leur action vertueuse,
elles sont encouragées et présentées comme en capacité de réformer le peuple et de transformer la société. Alors, cette manière de penser le laïcat va beaucoup évoluer dans la période qui suit. À partir des années 30. Car sous le pontificat du pape Pie XI, l'action catholique devient la matrice d'une reconfiguration du rapport entre le clergé et le laïcat. Le pape voit dans les mouvements d'action catholique une opportunité et il le défend dans son encyclique Quadragesimo Anno de 1931. Il reconnaît les laïcs comme instrument le plus efficace de l'apostolat. Les apôtres des ouvriers seront les employés, le semblable prêchera auprès du semblable. Cette nouvelle orientation pastorale en faveur des laïcs s'accompagne aussi d'un revirement politique et à la condamnation de l'action française en 1926. Et la bonne presse doit donc réorienter son rapport aux laïcs, son rapport à la société, et on voit bien dans les années 30 s'infléchir progressivement la ligne contre-révolutionnaire qui dominait jusqu'alors. Cet infléchissement, il est tout à fait observable lors du congrès de la bonne presse, le 36e congrès, qui est organisé à Rome en 1936. Dans le rapport que présente le père Léon Merklin, on a 3 inflexions qui sont repérables. Il écrit que la lutte pour garder la France chrétienne et pour la rechristianiser doit passer par la formation des militants d'action catholique. Donc, cette rechristianisation passe désormais par les laïcs et moins par les prêtres. Il écrit aussi que la place de la bonne presse n'est plus de s'opposer à la mauvaise presse, mais de compléter les silences de la presse neutre. Donc, on voit quand même une certaine détente à l'égard du monde séculier qui s'amorce. Enfin, la vision du public est actualisée en fonction de l'action catholique. Il faut former ces militants, ce qui signifie devenir des auxiliaires de leurs compétences sociales dans leur milieu respectif. Il ne s'agit plus seulement d'âmes à garder sur le droit chemin, il s'agit de laïcs à former dans leur rapport au monde. Alors, cette orientation en faveur de l'action catholique se traduit de différentes manières, mais entre autres se traduit directement dans la presse, par des dispositifs, comme des dispositifs d'enquête. Par exemple, si on prend un numéro du Noël qui date de 1937, les lectrices sont questionnées. Quelles sont les professions ou situations ouvertes à une jeune fille de ce milieu? Lesquelles se rencontrent le plus fréquemment? Y en a-t-il que vous jugez inacceptables en vertu d'un féminisme bien compris? Donc on voit bien que dans le discours même de la presse, les laïcs ne sont plus pensés uniquement comme les réceptacles d'une doctrine tenue par les prêtres, mais ils sont pensés comme disposant d'une compétence sur leur expérience sociale, une compétence qui est indispensable à la mission et que, par conséquent, la bonne presse doit valoriser. Alors, ces évolutions s'accélèrent, je dirais, dans la période qui suit, tout particulièrement à partir des années 1950. Dans les années 50, le père Émile Gabel, qui dirige la Croix, il intègre au cadre de la bonne presse des figures du militantisme d'action catholique, comme Roger Lavial, Jean Boissonnat, André Géraud, Noël Copin, Yves Beccaria, Jacques Duquesne ou Jean Gélamur. Ce qui signifie que ces militants d'action catholique, désormais, ils arrivent, je dirais, à des postes de responsabilité au sein même de la bonne presse. Et bien sûr, ces laïcs formés dans l'action catholique, ils vont être porteurs d'un nouveau rapport à la société. En 1956, le père Gabel acceptera le retrait du crucifix de l'édition parisienne de la Croix. À partir de juin 1957, le crucifix sera effectivement retiré de toutes les éditions et l'information religieuse ne sera plus qu'une rubrique, l'actualité religieuse, parmi d'autres de l'information. Et à la même période, le journal revendique désormais une objectivité dans la description des faits.
Dans ces années, on voit aussi toute une transformation finalement aussi du discours spirituel qui est tenu tout particulièrement dans le pèlerin. Qui devient le pèlerin du XXe siècle dans les années 60 et qui va véhiculer une nouvelle représentation du rapport à la société. C'est moins le monde qu'il faut convertir que le catholique qu'il faut faire progresser. Ce sont les préjugés des catholiques qui sont questionnés et désignés comme des causes potentielles de leur faible rayonnement apostolique. Le pèlerin questionne par exemple le rapport aux migrants, dénonce la banalité du racisme. Dans les pages qui sont strictement réservées aux parents, on trouve toute une apologie du changement, une confiance à avoir à l'égard de l'avenir. Lorsque des lecteurs demandent s'il faut être de notre temps, la réponse qui leur est faite par Thérèse Henry est claire. Soyez de votre temps et du temps d'aujourd'hui. L'éducation doit reposer sur la confiance, car c'est en devenant pleinement de leur époque que les jeunes chrétiens pourront mieux y être une présence évangélique. Les plantes de serre sont toujours assez fragiles, n'est-ce pas? Celles qui poussent en pleine terre, en plein vent, sont plus robustes. Donc, vous voyez, on voit bien au sein de la bonne presse comment il y a une confiance à l'égard de l'avenir de la société qui se développe. Alors, bien sûr, tout ça va s'accélérer dans les années 60 avec à partir de mai 68. Ce désir d'assouplissement des cadres pour mieux accompagner les transformations de la société travaille l'identité d'éthique de la bonne presse. Jean Gélamur est convaincu d'être le contemporain du basculement d'une société de croyance à une société d'opinion. Il pense que l'autorité de ceux qui savent doit progressivement laisser la place à l'autorité de ceux qui s'accordent. Alors, progressivement, dans les années, à la fin des années 60, cette évolution est très nette. Dans La Croix, qui s'ouvre, par exemple, à un courrier des lecteurs. Dans l'identité même du groupe La Bonne Presse, qui devient Bayard Presse en juin 1969. Et désormais, ce qui est mis en avant dans la ligne du journal, ça n'est plus du tout la contre-révolution, la lutte contre la révolution, mais c'est au contraire l'ouverture, le pluralisme, la communication. Ceci perturbe les assomptionnistes qui travaillent dans le groupe parce que, quelque part, ils perdent aussi un peu leur identité face à des laïcs qui occupent désormais toutes les places et face à une logique religieuse qui devient plus marginale, qui évolue. Le père Gallet, par exemple, dans les années 70, se demande « est-ce que nous avons encore un dogme à défendre ?» Et cette idée, ce questionnement sur l'identité du groupe va aboutir à l'élaboration d'une charte, en 1970, d'une charte où sont redéfinies les valeurs du groupe. Et dans cette charte, que dans le groupe on appelle la charte de Grégis-sur-Yerres, on trouve cette formule: la société assure une mission spécifique, elle cherche à promouvoir dans le dialogue de la société une présence chrétienne cohérente et continue, aussi large que possible, en accord avec la pensée de l'Église. À ce titre, elle veut être un relais des besoins spirituels et culturels des hommes. On a là une vraie évolution. Cela signifie que désormais, le groupe Bayard Presse n'est plus là pour transmettre une doctrine romaine, ce n'est déjà plus le cas depuis un certain temps, mais elle est vraiment là pour faire entendre les besoins, les aspirations des chrétiens, mais au-delà de tous les hommes de bonne et femmes de bonne volonté. Cela se traduit par, je dirais, une certaine politique en faveur de l'émergence d'une opinion publique dans l'Église. On voit bien que progressivement, La Croix, Pèlerin, les titres du groupe vont faire entendre aussi ce que les catholiques peuvent contester des évolutions du magistère romain. La Croix se fait, par exemple, largement le relais des réceptions critiques d'humanité en 68, des avis contestataires sur le pape Jean-Paul II lors du 5e anniversaire de son élection en 1983, ou des déceptions liées à la sanction qui frappe Monseigneur Gaillot en 1995. Claude Boursois reconnaît que Bayard Presse est un acteur essentiel de la construction de l'opinion publique dans l'Église. Il dit ceci: Bayard Presse contribue certainement à faire évoluer l'opinion publique dans l'Église et même sur l'Église. Et d'abord, ce qui est le plus important, elle contribue à la faire exister dans l'Église et à l'exprimer.
cela ne se fait pas par prise de position et conflit, mais plutôt par une sorte de climatisation. Et je dirais qu'au début du XXIe siècle, le rôle que jouent les médias, les titres du groupe Bayard, par exemple, dans la diffusion, le traitement des abus sexuels dans l'Église, manifeste pleinement ce rôle. Alors pour conclure, quelques éléments que l'on peut voir au fil de cette histoire. C'est qu'il y a tout d'abord une déclassification des rôles. De la figure des religieux, on passe aux militants d'Action catholique, puis aux professionnels de la presse. Il y a ensuite une construction du public qui change d'un peuple d'âme à guider vers le salut contre les influences de la mauvaise presse, à un peuple de laïcs à accompagner dans ses responsabilités de milieu, ses responsabilités sociales. Enfin, un public d'individus dont il faut éclairer la conscience en transmettant des ressources d'accomplissement de son humanité. La presse est au début de la période un instrument. Elle acquiert, avec ses charmes, sa responsabilité, une forme de personnalité morale. Il y a un style rédactionnel et relationnel qui progressivement dépasse les membres et s'impose à eux, un style Bayard, qui prend le relais pour identifier ce qu'est le fondateur quand les assomptionnistes progressivement se retirent du groupe, prennent une place moins importante, du moins dans l'éditorial. On voit aussi que ce groupe est passé de rempart de la chrétienté à porte-voix de la contribution des catholiques à la société et des laïcs à la construction de l'Église. Enfin, on peut dire que l'opinion publique, qui était auparavant pensée comme un moyen d'encadrer les catholiques et de peser sur l'ordre politique, est devenue, au fil de la transformation du groupe, une réalité au sein même de l'Église. Donc toutes ces dimensions montrent à quel point travailler sur la bonne presse puis sur Bayard offre un précipité, un aperçu tout à fait majeur, je dirais vraiment stratégique, pour penser toutes les évolutions du catholicisme, de la place qu'occupent les catholiques dans la société française du XIXe siècle à nos jours. Merci. Je pense, Martin, que maintenant commence le temps Des questions? d'échange. Oui, absolument. Vous nous avez écoutés patiemment dans la chaleur et l'ambiance exceptionnelle de cet amphithéâtre. Maintenant, la parole est à vous. Nous sommes allés vite sur bien des points. Cette histoire étant quand même assez extraordinaire par le nombre de titres, de figures, de personnalités, de techniques que l'on croise dans son sein. Donc, n'hésitez pas à demander des approfondissements ou des détails sur un point sur lequel nous aurions été nécessairement trop rapides. Une question un peu anecdotique, en marge, mais enfin, moi, qui m'interpelle. Vous avez dit dans la mobilisation des armes, chapitre numéro 2, qu'il fallait que les jeunes femmes soient des militantes et qu'il ne fallait pas commettre trop de publicité, qu'elles restent dans un certain anonymat, si j'ai bien compris. Alors, je pense notamment à une grande figure de la Croix, Monseigneur Mouty, qui a été confronté à ce problème très vite. Ce sont ses collègues qui lui avaient conseillé à l'époque d'être très discret et de ne pas donner son nom. Le surnom de Pierre Yannick, bien connu. Alors, est-ce que ça participe du même mouvement ou est-ce que c'est des modèles plus politiques? Alors, l'usage des pseudonymes, c'est une question très intéressante. Je pense que dans le cadre du Noël, l'usage est tout à fait différent de ce qui concerne les rédacteurs. Dans le Noël, les pseudonymes cherchent à... Enfin, les pseudonymes, en fait, ils répondent à une construction typiquement catholique de ce que doit être l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, on le fait pour une cause pour laquelle on doit s'effacer, et les mérites personnels que l'on peut avoir dans un combat, on ne doit pas les revendiquer, puisque ça ferait perdre à la bonne action, au combat, je dirais, une partie des mérites spirituels. Donc là, vous voyez, ça répond vraiment à une logique très religieuse. En revanche, que les rédacteurs utilisent un pseudonyme, comme Le Moine, Paul Bailly, comme
comme Pierre Lhermitte, je pense que c'est probablement plus un usage de presse plus répandu, mais peut-être que, je ne sais pas si Charles et Delia ont quelque chose à dire là-dessus, c'est une manière aussi je pense, de construire des figures d'autorité qui sont propres à la presse. C'est que un éditorial du Moine, Le Moine, c'est programmatique. Et c'est tout à fait emblématique de cette ambition d'une presse qui exerce une forme d'exorcisme de la mauvaise presse et qui est un combat religieux. Pierre Lhermitte, c'est également, bien sûr, ça s'inscrit dans le même registre, c'est-à-dire que la dimension symbolique du pseudonyme, c'est un manifeste de combat. Pierre, hein, donc, suivez mon regard, mais on est là pour diffuser et relayer l'autorité du pape, et l'ermite renvoie toujours à cette idée d'ascèse de combat religieux. Et je pense que voilà, je pense que le pseudonyme a sans doute vraiment une qualité particulière dans le cadre de religieux et de prêtres. Parce qu'aussi, toute, je dirais, capitalisation d'une trop forte autorité sur leur nom pourrait être considérée comme, je dirais, gênante par rapport à une forme d'économie, de l'effacement, de l'humilité qui doivent gouverner, on va dire, la position du prêtre dans l'espace public. J'ajoute simplement une précision pour Pierre Lhermitte, pour le pseudonyme de Pierre Lhermitte, parce que ce pseudonyme a une histoire. En fait, c'est évidemment les rédacteurs de la Croix choisissent leur pseudonyme parce qu'effectivement, ils ont un rapport à la société qui est particulier. Mais le pseudonyme de Edmond Louty, Pierre Lhermitte, c'est aussi simplement en référence au Pierre Lhermitte des Croisades. Et en fait, il est reçu pour les 50 ans, je crois, de son ordination, en 1933 ou 1934. Il y a un grand rassemblement de l'Action catholique à Rome et Pie XI fait un discours. Pie XI, le pape, fait un discours. Pierre Lhermitte, Pierre Louty est présent dans la foule. Et Pie XI parle nommément de son Pierre Lhermitte en le comparant en fait à la croisade spirituelle que Pie XI voudrait faire appliquer à l'Action catholique en France. La reconquête de la société doit passer par les laïcs et il donne comme exemple en disant voilà, Pierre Lhermitte est l'un de nos a été l'un des partisans de la croisade et regardez, lui est un des modèles de cette reconquête de la société, visant à la reconquête de la société. Donc oui, le pseudonyme a une histoire particulière en plus. Et j'ajouterais juste sur le pseudonyme, je trouve que dans certains cas, ça permet qu'une seule personne de se redire en même temps, le père Sèvres, on essaie, la socialiste, la chance de connaître, on n'arrive pas dans le là, il faisait la réalité sur comment on essaie, et vérifier également, parce que le cinéma. Et puis alors, il y avait aussi au pèlerin, il y a beaucoup de temps, la chronique du père Irénée. Alors, ce père Irénée, ça s'appelait Valentin Pinceau, c'était qui est décédé il n'y a pas longtemps de Covid. Mais c'était une chronique un peu sonore, au final. Il rêvait, mais ce n'était pas son vrai. Juste pour vérifier, je pense que comme dans le noëliste, Petite étoile du printemps permettait de mettre éviter la tarification. C'est un rapport aussi à la propriété intellectuelle qui est différent du nôtre. La Croix est imitée au Canada au début du XXe siècle et parmi les rédacteurs de la Croix au Canada, il y en a un qui choisit le pseudonyme d'Ernest Pierre en hommage à Pierre Lhermitte, mais en reprenant une partie des textes de Pierre Lhermitte et en le citant différemment, comme si le moi du rédacteur s'effaçait derrière cette figure du pseudonyme qui circule, et il y avait une forme aussi d'humilité de presse qui permettait une forme de dépersonnification. Et je crois qu'Isabelle avait quelque chose à... Non, je voulais simplement, pas que ça fait remarquer, je voulais simplement ajouter qu'il n'y a pas que des pseudos religieux, puisqu'on va trouver Pancréa dans Pèlerin,
qui est le pseudonyme du père Richard Dance, faisait des recettes de cuisine sous le pseudonyme de Pampéa. Et à l'époque de la bonne presse, on va trouver le paysan, qui est M. Tardif de Moiseret, qui signe ses chroniques. Si ça vous demande, il a rien ni de combattant ni de refuge. Donc on va trouver, je n'ai pas une centaine, mais on va trouver des pseudonymes qui ne sont pas que des pseudonymes de combat particulier. Même si le paysan, je pense qu'on pourrait y trouver une dimension par rapport à la révolution industrielle, il y a un certain idéal, enfin, il faudrait voir si ça correspond aussi au contenu, au positionnement de la chronique, mais ça peut quand même avoir une certaine charge politique. À un moment donné, vous avez parlé des échecs, une question, celui de la fonctionnalité, alors qui peut expliquer ces échecs, nous parlons de pousser de l'éducation par la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que Bayard, au lieu d'adapter l'éducation par la jeunesse ou l'éducation féminine? Juliette Masquelier, dans son article, reporte une interview qu'elle a faite des responsables d'Alma et qui disent les lectrices nous font confiance pour leurs enfants, mais pas pour elles-mêmes. Et donc Bayard était vu comme une instance légitime pour la presse enfantine et pour la presse féminine, avec le cadre catholique qui faisait que c'était compliqué d'aborder certaines questions liées à la contraception, liées, eh bien, il y a une forme de complication de positionnement, de créer un féminin qui trouve son marché, qui se veut à la fois un féminin moderne, qui n'est pas explicitement religieux, mais qui en même temps est créé dans une maison catholique. Et il y a eu un autre élément qui était très intéressant dans ce qu'elle a, dans les diapositives, dans les images qu'elle a collectées. Il y avait des malentendus de ciblage. Il y a eu une sur Patron chic pour maman de choc, qui était en fait destinée à montrer que les femmes pouvaient travailler avec des patrons qui prenaient en compte leur charge familiale. Et les lectrices pensaient que c'était un numéro spécial sur les coutures. Et donc ça veut dire que dans l'univers catholique, l'image féminine était une image traditionnelle, alors que les rédactrices avaient envie de faire un féminin moderne. Il y avait une inadéquation entre ce que voulaient faire les rédactrices, leur lectorat potentiel, le lectorat fantasmé. Enfin, voilà, et ça n'a jamais réussi à trouver son public. Pour la période fin du XXe siècle, parce que quand même, le Noël, la maison, toute la suite, c'est une presse féminine. C'est une presse féminine, mais c'est vrai que la maison qui s'adresse à la jeune mère de famille, est-ce que ça dure? Est-ce que c'est une... Je ne sais pas exactement jusqu'à quand les femmes le lisent. Enfin, il y a une presse féminine de la bonne presse. Non, peut-être par rapport à la presse jeunesse, justement, qui avait fait le succès, qu'on peut dire qu'il y avait il y a trois raisons peut-être qui expliquent ce succès. Une, c'est ce qui explique, c'est circulaire dans les chapitres du livre, c'est par rapport à la production, comment la nouvelle équipe presse jeune, c'est des gens cadres qui viennent surtout de la GEC et qui portent avec eux une pédagogie jésuite et en même temps des théories de l'éducation nouvelle qui vont faire un journal qui rapidement est reconnu par sa qualité, par les contenus, et donc qui fait la concurrence à Fleurus. Donc ça, c'est d'un côté, les contenus du journal. Puis, il y a quand même les contextes. Comme Dabi est publié en 1966, et donc les chaînages
des titres qui fait la réussite des Bayards se développe tout au long des années 70, dans un contexte après 1968 où la place de l'enfant n'est pas la même et il y a tout un marché qui va se créer autour des produits destinés à l'enfance et à la petite enfance, donc un contexte sociétal qui accueille bien ces produits. Et troisièmement, c'est peut-être ce qu'on est en train d'étudier avec ma collègue Marie-Emmanuelle Chesdel, c'est ce système très particulier de diffusion de la presse jeunesse qui s'appuie sur l'électorat, comme le montre Olivier Châtelain aussi dans la mobilisation des lecteurs pour la diffusion de la Croix. Donc il y a cette tradition quand même chez Bayard de s'appuyer sur les lecteurs pour la diffusion. Et en même temps, comment ce système de bénévolat, d'électorat, va se transformer dans une structure très professionnelle des femmes mères de famille, donc qui portent une légitimité sur les magazines aussi, et qui rentrent dans l'enseignement privé et puis dans l'enseignement public pour diffuser la presse jeunesse. Donc voilà, peut-être que ces trois facteurs expliquent cette réussite, effectivement, les décalages par rapport à la presse féminine qui n'a jamais trouvé dans la deuxième moitié du XXe siècle un public. Oui. J'aurais une question, c'est par rapport au Concile Vatican II. Comment justement Bayard, en un concile très français, comment Bayard, avec son travail culturel qui est mené depuis longtemps, a pesé en fait sur les débats du concile, même sur la réception, un peu par les français sur le concile. Autant dans la jamais sous les plus âgés. Alors, est-ce que le groupe a pesé sur le concile? Ça me paraît... Là, moi, je ne vois pas de réponse à ça particulière. Quand on dit que le concile est un concile français, bon, c'est un point de vue un peu français tout d'abord, et puis surtout en raison du rôle qu'ont joué des théologiens français comme conseillers d'un certain nombre de pères conciliaires. Voilà. Alors, en revanche, le groupe, la Bonne Presse à l'époque accompagne tout à fait le concile. On voit bien que les évolutions de l'Église, le rapport au temps, la confiance dans l'avenir, tout ça est bien présent avant. Parce que s'il ne faut jamais négliger, faut parfois sortir un peu d'une vision un peu trop hiérarchique de ce qu'est l'Église, qui conduirait à penser que ce que produit Rome forcément change tout, change beaucoup. Beaucoup de changements sont déjà amorcés avant, et Bayard les accompagne dans la confiance. Il y a vraiment un rôle de médiation, je dirais, de mise en confiance. Je pense à des numéros du Pèlerin sur les changements de la messe, les changements de la liturgie, et les assomptionnistes répondent à du courrier des lecteurs et le font toujours en tenant une position de « ayez confiance, vous en faites pas, les choses vont se faire, oui, il peut y avoir quelques excès, mais les choses vont se faire. » Voilà, donc il y a une ligne vraiment plutôt de défense d'une mise en œuvre sereine, tranquille du concile, je dirais à distance à la fois des réactions opposées, mais aussi des avant-gardes qui tirent un peu le concile au-delà de son projet réel. Peut-être un des apports du livre, et ce qui nous a marqué, c'est le chapitre de Christian Sorel qui s'appelle « De l'action catholique à l'action française », qui montre à quel point Rome, pour le coup, est intervenue sur les assomptionnistes, mais plus largement sur tout le catholicisme français, pour changer radicalement l'orientation politique de la Bonne Presse, et c'est passé par la mise au placard d'un certain nombre d'assomptionnistes, des négociations avec le provincial qui joue un rôle de médiation entre les différentes fractions de sa congrégation, mais aussi entre Rome et les assomptionnistes. Et c'est tout à fait fascinant de voir, alors qu'aujourd'hui, les accusations d'autoritarisme du pape François, enfin,
peuvent, voilà, le pape François peut être accusé de ça. Alors que Pie XI est dans une tradition encore plus interventionniste qui refaçonne littéralement la congrégation de l'Assomption et ses publications en l'espace de 10 ans. J'ai une question à ce propos. Est-ce que les relations entre Rome et les assomptionnistes, on s'écarte un peu de la bonne presse, mais c'est justement parce que, en fait, moi je l'ai vu, je travaillais au moment du pontificat de Léon XIII, on retrouve la même chose au moment de Pie XI. Est-ce qu'il y a, à partir d'un moment, une certaine distance qui s'opère entre la congrégation et Rome, ou est-ce que Rome tente parfois tout autant, par exemple autour du Père Gabel, et voilà, est-ce que Rome intervient ou les choses se font toutes seules? Finalement, Rome aussi se dit, bah, on les laisse tranquilles et puis ils agissent comme ils ont envie de faire. Vous avez dit que ça va être Yann, hein, quoi, qui a parlé en disant que la Croix avait répercuté les contestations contre Pape Jean-Paul II pour les 5 ans de son pontificat. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, Rome fait jouer le nonce ou quelques autorités, ou se dit finalement on laisse les choses se... Alors, sur la période 20e siècle, moi, j'ai pas en tête je pas souvenir qu'on ait eu d'accès à des archives portant sur on va dire, des injonctions, des rappels, des recadrages de Rome à l'égard des assomptionnistes. En revanche, on trouve beaucoup de traces de conflictualité entre les évêques de France et le groupe sur un certain nombre de sujets, sur le lancement de certains titres, sur le contenu de l'éducation proposée dans certains titres jeunesse. Il y avait une controverse autour du lancement de Rallye Jeunesse dans les années 60. Donc, il y a des frictions avec les évêques parce que il y a une spécificité, une originalité française, c'est que la presse catholique n'est pas une presse contrôlée par les évêques de France. Et les évêques de France n'ont pas de presse spécifique, ce qui peut par exemple être le cas en Italie. Donc les évêques attendent toujours que le groupe Bayard fasse office finalement de presse de l'Église catholique, et en même temps Bayard défend son autonomie. Défend le caractère professionnel du traitement des sujets, la liberté éditoriale, donc ça se traduit souvent par des tensions. Et peut-être pour répondre à cette question, même quand les assomptionnistes sont très ultra contents, au temps du père d'Alzon, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de Rome, pas tant vis-à-vis de la papauté que vis-à-vis des Italiens ou de la culture italienne. Et sous d'Alzon, il y a un projet de créer une sorte de journal catholique à Rome qui ensuite eh bien, serait traduit dans les différentes langues pour créer une sorte d'international catholique. Et d'Alzon freine des cas de fer en disant ouais, non, c'est un très mauvais service à rendre à Rome puisque il pourra pas se défausser. Rome ne pourra pas se défausser même s'il donne des indications implicites. Il faut faire confiance aussi à l'esprit d'autonomie et d'initiative des rédacteurs qui ont un orgueil qu'il faut respecter. Ils ne peuvent pas être des simples, enfin des simples haut-parleurs de la parole pontificale. Et donc, Dalzon est très sensible à cette chose. Et puis, après, à la fin des années 20, il y a un projet enfin, Rome, la curie demande au père Quenard, qui est le supérieur des Assomptionnistes, de lancer une revue pour les Russes en exil. Et les assomptionnistes freinent des quatre fers là encore parce qu'ils aperçoivent le gouffre financier. L'argument de la curie, c'est ça ferait vraiment plaisir au pape si vous faisiez ça. Mais les assomptionnistes ont l'impression que bon, voilà, c'est l'argument des Italiens pour faire payer aux Français un service dont ils n'ont pas envie de rendre. Ils n'auront pas de contenu, de maîtrise du contenu de cette revue publiée en russe, donc ils anticipent aussi les difficultés. Donc à toutes les étapes, même quand il y a un alignement théologique et idéologique apparent, les relations sont toujours compliquées, même si je crois qu'on ne peut rien faire
contre Rome, il y avait des limites à franchir, il y a des modus vivendi qui sont trouvés en permanence, il n'y a jamais d'opposition frontale, mais il y a toujours du jeu, des rivalités, des frottements, des agacements, même quand il y a alignement idéologique. Une question. Vous avez tous décrit l'évolution de la croix depuis le début, c'est impressionnant, l'évolution. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a moins évolué dans la croix, c'est tout simplement le titre. Bon, il n'y a plus la croix glorieuse, il n'y a plus le logo très simplifié. Il me semble, alors, parce qu'il y a des gens, des journalistes de la croix ici, je ne sais pas exactement, peut-être une vingtaine d'années, une tentative de changer le titre, de changer, de modifier un peu. Je me semble que ça s'est appelé la croix l'événement. C'était pas la croix l'événement. C'est que ça n'a pas duré très longtemps. Et ça a été assez court. Ils sont revenus de nouveau à la croix. Et alors, il me semble que dans l'évolution de la croix, je le pense vraiment, mais il me semble que l'évolution maintenant devrait passer par une modification. Alors, ne me demandez pas quoi. Mais, et notamment, ils n'ont pas fait de gauche, c'est quand ils ont lancé la croix. Ils auraient pu faire l'économie de la croix, notamment les métaux, je ne sais pas quoi, le romain de la croix, c'était une occasion peut-être au moins pour le métaux du remettre la croix. Donc, en tant que catholique, ça ne dérange pas la croix, ça ne dérange pas du tout, mais je pense que ça va une petite anecdote amusante. Bon, je sais qu'aujourd'hui, dans le métro de la RER, 99,9% des gens ne décident rien et on n'en pense pas de la main. Mais si on se remonte 6 ans avant, où les gens lisaient encore des livres et des journaux dans le métro de la RER, ça m'avait vraiment frappé de voir peu de gens, c'est rare ici de voir quelqu'un dans le métro ou dans la RER avoir lire la langue, c'est-à-dire oser avoir ce journal entre les mains avec une croix bien vue. Et c'était rare ici. Et ça m'avait frappé, ça me dit, quand vous allez sur la vers ouest, quand vous partez de la Défense, vous avez Saint-Germain-en-Laye, disons. Vous avez tous les cas de la Défense qui vers 7 heures du soir, 7 heures du soir. Même le RER, ils ont vraiment entre les mains, ils ont mais c'est rare ici de voir quelqu'un qui pose d'avoir la croix. Ça va être frappé. Et je m'étais dit finalement, je me demande quand même si ce titre n'est pas un point de blocage. Il faudrait un jour que la croix accepte de modifier. Une remarque avant avec. Alors écoutez, ça c'est la rédaction de la Croix qu'il faut le dire, hein. Nous, on n'a pas de rôle là-dessus, mais en tout cas, il y a eu effectivement un projet de transformation en l'événement. Et De l'idée, enfin, quand c'est appelé la croix l'événement, l'idée c'était de se transformer en l'événement. Ouais. Mais ça a été abandonné parce que, en fait, aussi ce que l'on voit. Donc, j'ai un peu travaillé sur la sociologie du lectorat de la Croix, c'est que ce qui fait le rapport à la Croix est un rapport qui vient du catholicisme. Donc, si vous sécularisez le titre, vous ne gagnerez pas forcément de nouveaux lecteurs et vous risquez de perdre la logique catholique. Donc, en fait, cette logique de sécularisation
d'un titre pour rejoindre la société, c'est très lié aussi à une manière catholique de penser les choses liées aux années 60-70, c'est-à-dire un contexte de majorité culturelle déstabilisée qui cherche à maintenir un consensus avec les valeurs dominantes. Aujourd'hui, cette logique, elle a changé. D'ailleurs, tous les titres de presse maintiennent, ou de la presse catholique, ont tendance à réaffirmer leur dimension catholique, que ce soit les titres du groupe Malesherbes, par exemple, si vous prenez la vie. Voilà, les logiques changent un peu. Ensuite, est-ce que sur les lecteurs, moi, ce dont je me souviens dans les études de lectorat de Lacroix, c'est que Lacroix quotidien, son modèle économique, c'est les abonnements. On ne lit pas tout à fait au même endroit et de la même manière un journal auquel on est abonné et un journal que l'on achète en kiosque. Et je crois que le diffusion en kiosque est toujours resté relativement marginal. Donc ça peut aussi jouer sur les logiques de lecture. C'est pas forcément un rapport, voilà, au fait qu'on aurait peur de montrer le titre de la proie. Enfin, il faudrait l'étudier pour savoir si ça a pu jouer, mais peut-être qu'il y a d'autres logiques qui jouent. Les références, par exemple, aux États-Unis, il y a des journaux catholiques. Les grands journaux catholiques, est-ce que vous connaissez les titres de ces journaux? Je pense qu'il y a des journaux catholiques aux États-Unis. Ça serait intéressant de savoir, dans la gueule, John Hopkins, Ouais, mais aux États-Unis, il y a une autre logique aussi, c'est que le catholicisme est minoritaire. Donc, ce qui fait que souvent, il est relativement marqué. Comment on dit les en fait, vérifier ce que par rapport à ça. Pareil, il faudra aussi la Et là, c'est plus trop le périmètre de l'histoire. On est sur quelque chose de plus direct, mais les évolutions du catholicisme, elles traversent le groupe de l'intérieur. Parce qu'il est pris dedans. Et nous avons un catholicisme qui aujourd'hui se recompose à une échelle minoritaire. Et donc, ça change un certain nombre de choses. Effectivement, c'est que les logiques ne sont plus les mêmes. Et surtout, nous sommes dans une société où le changement social écarte tendanciellement plus le système de valeurs des catholiques qui restent du système des nouvelles valeurs dominantes. Mais donc oui, ça joue. Ensuite, il y a des, enfin, voilà, il y a des titres. Panorama a disparu, a fermé l'année dernière, donc ça joue aussi sur l'offre, hein, sur le type d'offre. Mais je pense que cette question, c'est une question qui anime beaucoup le groupe aujourd'hui, et voilà, il y a des oscillations stratégiques, les choses ne sont pas faites, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, on n'aurait pas une réponse définitive là-dessus. On peut quand même mentionner la ligne éditoriale qui avait été impulsée par Bruno Frappa, qui était une manière de répondre à tournant attestataire du catholicisme, tout en attirant en dehors du catholicisme quelque chose de plus percutant, peut-être de plus plus assumé du point de vue des ancrages, mais qui par un style et par un ton avait permis d'augmenter la diffusion au-delà des seuls du seul berceau catholique. Donc, il y a possibilité, sans doute, à travers cet exemple, de concilier ce que Jean-Pierre Denis appelait à l'époque directeur de la ville. Il disait qu'il était comme un restaurateur qui devait continuer à servir des pommes de terre salardaises pour son fonds de clientèle,
et en même temps faire de la cuisine nouvelle pour ces nouveaux publics. Alors, les pommes de terre salardées, c'était plutôt pour les amis de la vie, les catholiques années 60 années 70, qu'ils devaient garder, fidéliser, tout en partant à la conquête de nouveaux lecteurs qui étaient plus identitaires. Donc, il y a des directeurs de rédaction qui réussissent à créer ces synthèses, ces alchimies improbables. Et donc, là encore, l'histoire peut être intéressante pour montrer que par le passé, ce genre d'équations apparemment insolubles ont pu être résolues. Je m'engage peut-être dans un Non, non, optimisme. après, juste, parce que vous l'avez dit, mais le terme de catholicisme identitaire, personne de sérieux ne l'utilise. C'est un terme journalistique, ni Guillaume Cuchet, ni. C'est abusif. Enfin, surtout, ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe. On a une minorisation, bien sûr. Identitaire, c'est un terme qui introduit plus de confusion qu'autre chose. Et ensuite, surtout, il y a un enjeu dont il faut parler, c'est qu'on a l'évolution du catholicisme, mais on a une crise de la presse papier, on a une évolution d'une augmentation du prix du papier, donc tout ça se concentre. Le lectorat de la presse, tendanciellement, se réduit toujours plus. Il y a de nouveaux supports numériques qui se développent, mais par exemple, la Croix n'a pas réussi à développer n'a pas réussi à compenser sa perte d'abonnement papier liée à des évolutions sociodémographiques par une augmentation, pour l'instant, du nombre d'abonnés numériques. Donc voilà, il y a des tas d'enjeux, il ne faut pas regarder que l'enjeu religieux, c'est aussi des supports qui sont questionnés dans leur identité même. Question en ligne. Oui. Alors, nous avons aussi une question en ligne, c'est marqué bonjour. Qu'est-ce que c'est devenu les drives avec les archives numérisées? Y a-t-il une diffusion plus large prévue pour ces documents? Donc, ça, c'est une question délicate. Donc, on a ici l'archiviste de Bayard. C'est-à-dire que les drives existent toujours, mais les directeurs n'ont pas encore pris une décision concernant la suite de ces archives. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura un accès plus large, c'est-à-dire qu'ils pourront peut-être prévoir un versement dans un centre d'archives pour que les documents puissent être consultés, ou au contraire, peut-être qu'ils décideront d'arrêter les projets ici. Et nous, de toute façon, il faudra qu'on récupère la documentation, entre autres les entretiens que nous avons réalisés. Qui pourront quand même rester disponibles. Voilà, donc c'est un chantier en réflexion, je dirais. Voilà, je ne sais pas si Isabelle veut ajouter des choses. Ce que je peux dire, c'est que le directoire va changer. Oui. Et donc, la décision est suspendue. Ok. La question était posée par Valentin Favry, qui est le responsable du Centre national des archives de l'Église de France. Donc, si Valentin a des idées, on est preneur aussi de suggestions. Oui, je commence. Deux questions qui n'ont pas forcément de lien. La première question, c'est est-ce que vous avez commencé dans les archives, vous avez consulté le nom de contributeurs étrangers, je pense en particulier à la voix de contributeurs étrangers, disons, dans le GIEC, qui aurait donné un aperçu de la situation du catholicisme dans d'autres pays et qui aurait contribué un petit peu à manifester cette contre-évolution par rapport aux groupes collaborateurs manifester. Et la deuxième question, c'était est-ce que notre président, surtout au début, a eu des élus, des conférences, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu, par exemple, d'autres initiatives liées à des congrégations ou pas, qui se sont dit, tiens, c'est vrai qu'on a, et ils se sont dit, ben, ça marche, on fait la même chose. Oui. Alors, pour la deuxième question, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la question de la propriété intellectuelle, de licence, se pose pas du tout de la même façon au XIXe siècle. La bonne presse commence.
En fait, la croix, c'est un titre qui est utilisé d'abord par un périodique belge qui va disparaître parce que le pape Léon XIII trouve qu'il a une ligne trop intransigeante et il est récupéré par Vincent Paul Bailly. Mais la croix va circuler, il va y avoir une fondation de la Cruz en Espagne, de la croix au Québec, avec sans aucune notion de propriété intellectuelle, puisque les articles sont repris, traduits et circulent. Donc il n'y a pas vraiment de notion de concurrence parce que le marché est plutôt national et que la croix est plutôt contente d'être reprise à l'étranger, ça ne lui porte qu'un préjudice. Et il n'y a pas de situation de concurrence. Là où on voit la concurrence apparaître, c'est dans les années 50-60, où les assumptionnistes ont raté leur internationalisation en termes de presse. Et il y a un assumptionniste qui était parti au Brésil pour y développer de la presse. Il arrive sur place, l'archevêque lui dit bah, finalement, prenez le temps de vous inculturer au Brésil avant de prendre des responsabilités dans la presse. Ils se mettent à ouvrir un noviciat, à animer une paroisse. Et quand 20 ans plus tard, l'archevêque leur dit, vous ne voulez pas reprendre le courrier du soir que je viens de racheter? L'association en question a un projet 80 ans, il n'a plus l'énergie de se lancer dans un tel projet. Puis il dit, les Italiens ont pris la place parce que les polistes, les pauliniens, j'ai toujours un doute sur la congrégation, mais ont lancé des publications de mauvaise qualité, dit-il, mais qui ont un grand succès, et le marché a été pris par les Italiens, par la congrégation italienne. Alors, sur les contributeurs étrangers, j'ai pas spécifiquement travaillé dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les missionnaires et qui reçoivent la croix et qui reçoivent le pèlerin aussi dans les colonies, les correspondants étrangers ont des lettres qui sont publiées dans le courrier des lecteurs. Et ils ont notamment joué un rôle, réagir aux premières versions des planches du catéchisme en images, qui est le grand best-seller de la bonne presse au début du XXe siècle, qui va être traduit dans un nombre considérable de langues, qui va s'exporter. Et les missionnaires disent attention, ne représentez pas les personnages en costumes européens. Il faut que ce soit des costumes intemporels. Attention à toutes les. Ils permettent à Bayard, à la bonne presse, de saisir en fait ce qui va permettre d'internationaliser le produit du catéchisme. Et de ce point de vue-là, le pèlerin, et c'est un peu l'ancêtre des études de marketing qu'ils ont fait ensuite pour savoir quelles étaient les attentes du lectorat. En faisant des ballons d'essai, ils ont pu réussir à façonner le produit du catéchisme pour un public international, et c'est voilà, la bonne presse, en tout cas, leur grand succès en termes d'internationalisation. Alors peut-être qu'il y aurait des choses à dire sur la concurrence avec les congrégations pour la presse jeunesse, avec les congrégations espagnoles. Alors, c'est un peu annexe. Bayard a toujours, pour le développement de la presse jeunesse, Bayard a toujours cherché à s'associer à l'international en cherchant des partenaires qui pourraient faire les relais, surtout dans l'enseignement privé catholique des différents pays. Donc, par exemple, dans les cas de l'Espagne, ils se sont associés avec la congrégation marianiste SM, enfin le nom exact, enfin le nom de la maison d'édition, c'est SM, ils sont les actionnaires et les marianistes uniques. Donc voilà, ils ont essayé de faire des partenariats ensemble pour garder finalement les soutiens des hiérarchies ecclésiastiques nationales et en même temps l'appui que ces maisons pouvaient déjà avoir de renseignement. Mais il faut quand même signaler que ça n'a pas réussi toujours. C'était des partenariats très compliqués et qui se sont pour la plupart arrêtés depuis quelques années. Il y avait peut-être chez Bayard une manière de travailler propre et dans notre structure d'entreprise aussi qui compliquait finalement ces partenariats.
Ils avaient tenté aussi avec les Pauliniens, je pense, une participation dans un hebdomadaire télé et familial en Italie qui n'a pas fonctionné. Et ce qui est remarqué, c'est que la seule congrégation avec laquelle ils avaient réussi à nouer un partenariat, c'était les Jésuites avec études et enfin la SER qu'ils ont monté, mais que faire travailler ensemble des congrégations internationales qui sont partenaires, mais aussi qui sont en concurrence, ça n'a rien d'évident. Donc, par une féminisation de Bayard et certaines œuvres. Juste une question, parce qu'il y a une publication dont on va parler, c'est la documentation catholique. Est-ce que, enfin, qui a son histoire, une histoire particulière, voilà, les grands dossiers qui ont été publiés régulièrement par la documentation catholique. Alors j'espère qu'un jour, ça sera numérisé entièrement. Voilà, en tout cas, c'est un souhait, mais voilà. La documentation catholique a fermé l'an dernier. Oui, oui, absolument. Elle est transférée sur le site Oui. la3.com. Oui. Voilà, et il n'y a aucun projet de numérisation de la documentation catholique. En revanche, il y a un projet de numérisation du pèlerin. Ah, c'est une excellente nouvelle, ça. Donc le projet est en cours, il va se mettre en route d'ici quelques mois, en lien avec la Bibliothèque nationale de France. Mais il y a plusieurs projets pour l'instant pour aider les documentations catholiques. Et donc ma question, c'était, est-ce que ça existait dans d'autres pays ou c'est seulement spécifique à la France? Est-ce que vous auriez une idée parce que c'est une histoire très particulière. Les débuts de la documentation catholique, le passage là, c'est l'histoire du catholicisme français. Mais donc, est-ce que, je ne sais pas si en Espagne, il y a pu y avoir la même chose, ou en Italie. Voilà. C'est une question ouverte. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'y répondre ou pas. Vous ne pouvez pas forcément tout savoir. À la manière dont vous posez la question, Martin, j'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup d'éléments de réponse. Non, mais ça m'intéresserait. Je vois le versant français, mais de version internationale, est-ce que ça existe ou pas à l'étranger? Parce que c'est très. Voilà. Je ne sais pas. Ce qu'on a vu, c'est que quand il y avait une formule qui était rentable économiquement dans un pays, il y avait des transferts culturels. Donc, je ne sais pas si la documentation catholique a été rentable à un moment, mais si elle l'était, je suppose que le modèle s'est exporté. Il y a eu quelques difficultés internationales, il n'a pas été. Ah oui, d'accord. Je suis en fait les années exactes, mais ça, voilà, c'était le modèle de la documentation catholique pour les États-Unis. Mais ça a duré quelques années, ça n'a pas été rentable. C'était au début des années 90. Très bien, Ça m'entend. Mais c'est Bayard qui l'avait lancé. oui, mais c'est Bayard qui l'a lancé. Avec Bayard, qui était la filiale. De manière générale, quand Bayard avait des formules de magazines qui marchaient très bien, ou repérées, qui marchaient très bien à l'étranger, il y a un effort en fait pour les internationaliser ou pour les rapatrier. C'est le cas par exemple du petit mensuel Prions en Église, qui est racheté à l'université Saint-Paul d'Ottawa. Et pour la petite histoire, un acte de beaucoup, c'est la vie. On n'a pas réfléchi. Et après, on est plus par là. Je sais que vous savez. Ça intéresse pas. Il y a aussi des non-créations qui sont sur cette année. Bien. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore la séance. Et donc, je vous remercie, je remercie les trois conférenciers d'avoir fait le plaisir de venir ce soir. Vous aurez compris que le livre était riche et qu'il était aussi riche de potentiels travaux ultérieurs. Donc, c'est quand même assez formidable. Quand on voit des travaux qui commencent, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et donc, le cycle pour nous, nos activités à l'IREL, l'Institut de recherche pour l'étude des religions,
se termine. Si, il me revient une chose, c'est que je voulais dire que la croix est encore lue, puisque elle est diffusée gratuitement à la Sorbonne. Il y a un tas d'exemplaires de la croix régulièrement qui est mis à disposition gratuite. Si je passe un peu trop tard, je ne peux pas en récupérer, mais donc je me contente de la version numérique. Mais donc elle est encore lue et diffusée en version papier en tout cas. Et donc voilà, donc en tout cas, nous avons terminé pour cette année le cycle et on reprendra l'année prochaine encore un nouveau cycle normalement de rencontres. Voilà, je vous enverrai vraiment des invitations si vous le souhaitez. D'ici là, et bien bonne fin d'année et bon été à tous. Voilà. Et bonne soirée à ceux qui ont suivi à distance.